Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de nous retrouver. Bonjour Jeanne, pour toujours promouvoir l'inbound marketing. Bonjour Gabriel, bonjour tout le monde. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live talk sur l'inbound marketing à 360 degrés, un nouvel art de vendre. Alors, nous sommes sur le 8e live talk du club. Comme vous le savez, ce club a été créé par l'agence Studio Butterfly, qui est une agence internationale pionnière des stratégies de marque, d'inbound marketing à 360 degrés et de count-based marketing. Aujourd'hui, nous sommes basés à Casablanca et à Paris. Et nous nous engageons à accompagner les entreprises, les startups, les acteurs institutionnels qui souhaitent se développer en les accompagnant sur différents sujets, à savoir les stratégies de marque, l'inbound marketing et le count-based marketing. Gabriel, tu voudrais rajouter quelque chose? Non, simplement, je veux insister sur le fait que cette dimension que nous avons est assez rare, car vous avez des experts en ABM, des experts en inbound marketing, mais nous prévaloir d'une expertise complémentaire entre l'inbound marketing et l'ABM est assez peu courant, et je trouve c'est dommage, parce que justement, ces deux stratégies sont totalement liées. L'inbound marketing, je dirais, recherche le maximum de prospects ou de clients, et à partir du moment où vous avez trouvé vos prospects ou vos clients, eh bien l'ABM prend la main pour gérer d'une manière très spécifique et très personnalisée les clients les grands clients, c'est-à-dire les grands comptes. Et donc, vous avez un ensemble qui est extrêmement complémentaire et qui permet ainsi de gérer sur le long terme les startups, les clients PME et les grands comptes. Très bien. Donc, nous avons créé au sein de l'agence ce club Inbound Marketing ABM qui s'adresse aujourd'hui aussi à tous les marchés français, marocains et africains. Et la mission du club, c'est justement de pouvoir établir des liens entre les cadres dirigeants du marketing, de la communication, des sales et du digital à travers les différents événements que nous organisons, donc que ce soit en ligne ou en présentiel. Donc, durant ce live talk, nous allons couvrir 3 points importants. Donc, on va dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on recommande d'adopter une approche d'inbound marketing à 360 degrés. Nous allons vous présenter l'inbound marketing tel que nous le concevons autour de 5 cultures. Vous allez voir par la suite. Et puis, à la fin, on terminera par un certain nombre de business cases. Je dirais juste en complément que, comme vient de le dire Jeanne, notre démarche, notre originalité, c'est de permettre à cet inbound marketing de se fonder sur 5 cultures qui constituent les fondations de l'inbound marketing et qui vous permettront justement de bien suivre d'une manière tout à fait linéaire les résultats de chacune de ces cultures que nous allons voir très vite. Alors, pourquoi l'inbound marketing à 360 degrés? Parce qu'aujourd'hui, le digital a inversé en fait le rapport de pouvoir entre la marque et les clients. Donc, le digital a donné du pouvoir aux marques et du pouvoir aux clients, pardon, et il l'a retiré aux marques. Donc, sur le digital aujourd'hui, on propose, comme vous le voyez sur le titre, mais le client dispose des offres du choix qui l'intéresse. Alors, il y a un deuxième élément, c'est que justement, grâce à ce développement du digital, il y a eu un changement de paradigme. Nous sommes passés d'un marketing qui est orienté marque et produit à un marketing qui est essentiellement centré sur le client. Et alors, j'insiste avec Jeanne sur le fait que, comme elle le dit, comme Jeanne le dit si bien, c'est que le marketing mix, qui était essentiellement axé sur les besoins, s'est orienté vers le marketing customer, le marketing client, qui commence par le marketing du désir préalablement à celui des besoins, puisque le client, au départ, si vous rendez désirable votre offre, sera davantage intéressé à votre produit que si simplement vous étalez les besoins rationnels. Voilà. Donc, l'idée centrale de l'inbound marketing à 360 degrés est de fournir aux marques et aux entreprises une stratégie qui est holistique, qui place le client au centre et qui leur permet de se démarquer de la concurrence.
et d'établir en fait à terme une relation de confiance et durable avec les clients. Et donc, cet inbound marketing à 360 degrés, il passe par 5 cultures que nous allons voir par la suite. Donc, la première, c'est la différence. En quoi vous êtes différent en tant qu'entreprise, en tant que marque, en tant qu'institution. On va s'intéresser aux personas qui vont être les cibles, en fait, qui vont être les profils des clients idéaux pour la marque. On va s'intéresser à la stratégie digitale qui va être la 5e culture. Ensuite, on va voir le brand content qui est le contenu qui va pouvoir animer toute cette démarche-là. Et puis, enfin, on va aussi on va adresser la question de l'innovation qui est quand même centrale quand on parle de marketing et de digital. Il faut dire aussi qu'à une époque, nous privilégions 4 cultures, hors l'innovation, et aujourd'hui, c'est absolument capital d'y ajouter l'innovation, car ça donne à la fois du dynamisme aux populations internes dans l'entreprise, mais surtout, ça permet à une entreprise d'assurer sa pérennité, car ainsi, elle montre à tout moment son sens du désir du client et son sens, bien sûr, de la créativité. Donc voilà. Maintenant, nous allons présenter en fait l'inbound marketing dans le détail selon les 5 cultures telles que nous les concevons. Donc, il y a la première culture qui est la différence. Ça, c'est vraiment la base de toute stratégie marketing et d'inbound marketing parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est grâce à l'offre qu'on suscite la demande et ce n'est plus l'inverse. Et justement, on a voulu, Jeanne et moi, vous montrer cette citation de ce fameux Henry Ford, qui est le grand constructeur automobile. Et il faut dire qu'il avait dit, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, je leur aurais donné un cheval plus rapide. C'est très intéressant, cette citation, parce qu'elle marque 2 points. Le premier, c'est qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de faire des études de besoin, parce que, à contrario, vous pouvez disposer d'une étude du rétroviseur, comme je dis. C'est-à-dire que les gens que l'on interviewe vont vous dire voilà ce qu'on pourrait faire. Mais eux, ils ont une vision du passé. Ils ont souvent la difficulté de se projeter dans l'avenir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est justement qu'il ne faut pas toujours s'accoler aux besoins des clients, mais il faut imaginer leurs désirs potentiels. Et sachez que Henry Ford a été quand même le fabricant qui a eu le plus de voitures vendues d'une marque bien précise qui était la T2, qui n'a jamais été dépassée dans le monde. C'est-à-dire que la T2 a été la voiture la plus vendue dans les années 30. Et comme il l'a dit, eh bien, effectivement, il n'a pas offert un cheval plus rapide, il a offert la T2. Alors, la co-création de la stratégie de marque, c'est un point essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et vous devez le constater, le client est aussi bien informé que le fabricant. Il va sur Internet, il a toutes les informations qu'il veut, il peut en disposer, il a des études. Moi, je vois, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut connaître d'un fait, d'un produit, d'une société, d'un dirigeant. Donc, on n'est pas dans la stratégie, je dirais, unilatérale du sachant qui enseigne à celui qui a besoin de savoir. Non, aujourd'hui, c'est un échange. Et c'est grâce à cet échange que l'on construit une stratégie de marque opérationnelle en mettant l'accent sur la différence. Et ne l'oubliez pas, je pense que c'est un point important. Et parfois, on s'est rendu compte avec Jeanne que les gens pensent le mettre en avant, puis ils l'oublient. C'est la plateforme de marque. Plateforme de marque, il faut l'avoir écrit, qui se présente sous la vision, la mission, les valeurs, moi je préfère le mot engagement, le style et le ton, l'ambition et bien sûr l'expression du positionnement. Donc je vous encourage, nous vous encourageons, Jeanne et moi, à créer une véritable plateforme de marque qui constitue simplement les fondations et la cohérence de toute votre stratégie de communication. Je ressouligne le point que tu viens de dire. Enfin, c'est vraiment la base de toute la stratégie de communication et de marketing. Bon, moi, je partagerai l'expérience que j'ai parfois qu'on a ici sur le Maroc avec certains prospects et clients, c'est qu'ils nous disent voilà, la stratégie, la plateforme de marque, on l'a rédigée en interne, en équipe. Bon, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'elle est un peu dans les tiroirs et qu'on n'opère pas, elle est l'expression, tu vois, de la différenciation et de la marque. Or, comme tu l'as dit, on le fait nous,
quand on travaille une plateforme de marque, c'est ça, c'est l'ossature, c'est la colonne vertébrale de toute la communication qui va être déployée sur des campagnes ponctuelles ou des campagnes de communication. Et c'est ça qui va créer en fait une cohérence d'ensemble, c'est ça qui va créer une perception qui est différente en fait de la marque sur, en tout cas auprès de son audience cible. Mais il faut rajouter, c'est qu'on a trop tendance à penser que lorsqu'on est dans une entreprise, souvent en interne, on s'attache au rapport qualité-prix. Mais tout le monde s'attache au rapport qualité-prix. Ce n'est pas une différence. Et nous avons l'habitude de dire que quand on nous sort ce fameux rapport qualité-prix, etc., ça me fait penser à une citation que j'ai l'habitude de dire, en automne, les feuilles tombent. Ce n'est pas quand on crée l'évidence que l'on a été différent. Donc la différence demande un regard différent, d'où l'intérêt du dialogue entre les responsables en interne et un regard externe, comme une agence de communication, pour confronter justement cette fameuse différence à la réalité du terrain et au désir des clients. Alors, l'émotion, c'est un élément fondamental. C'est-à-dire que être rationnel, on y arrive toujours. C'est-à-dire qu'on arrive, que ce soit d'ailleurs les responsables R&D, que ce soit les responsables marketing, que ce soit les responsables de la production, les responsables commerciaux, arriver à démontrer la rationalité de l'avantage produit, de la plus-value, c'est classique parce que tout le monde s'y attache. Imaginez l'émotion que la marque peut provoquer, c'est pas toujours évident. Donc, il faut savoir la mettre en avant, la reconnaître et lui donner toute son ampleur. Parce que l'émotion, souvent, c'est ça qui fait la différence. Alors, pour arriver à cette émotion, je ne dis pas que c'est doit être obligatoire. Ce que nous disons, c'est qu'il faut y réfléchir, il faut se poser la question, il faut avoir une vision élargie et ensuite faire des choix. Alors, par expérience, Jeanne et moi, nous avons traité tellement de cas de positionnement qu'on s'est aperçu, vous allez le voir, qu'il y a 4 territoires possibles pour un positionnement. Vous avez le territoire A, le territoire B, le territoire C, le territoire D. Alors, quelles sont les différences? Dans le territoire A, on a comme mission de trouver un positionnement qui met l'accent sur la promesse de l'entreprise avec des arguments rationnels. Dans le territoire B, on avance d'un pas, c'est-à-dire qu'on met en avant le bénéfice d'utilisation du produit ou de la société avec toujours des arguments rationnels. Là, on est dans l'univers de la rationalisation. Mais les gens ne se décident pas uniquement parce que 1 + 1 = 2. Les gens se décident par moments, par des raisons émotionnelles. Donc, dans le territoire C, vous avez la chance de réfléchir aux bénéfices d'utilisation d'un produit, mais avec des arguments affectifs. Et dans le territoire D, on se retourne vers l'entreprise pour dire, voilà, je vais acheter mon produit dans cette entreprise, car je peux me dire que c'est la seule entreprise qui a mis toute sa passion, aussi bien au niveau des concepteurs que des réalisateurs, pour créer tel ou tel produit. Alors, moi, j'ai l'habitude de donner un exemple aberrant, mais qui vraiment montre l'intérêt de rechercher 4 positionnements avant d'en choisir un parmi les 4. Alors, imaginons que Renault ait créé une nouvelle Clio, une nouvelle voiture, et on va exprès être un peu dans, je dirais, l'exagération. On va dire que cette nouvelle Clio a 8 airbags à balavaris avec une calandre en or massif. Si je veux trouver le positionnement de cette voiture dans le territoire A, je dirais simplement acheter cette voiture car c'est la seule qui dispose d'une calandre en or massif et avec 8 airbags. Le fait de dire simplement les plus-values originales crée le positionnement. Oui, mais vous avez peut-être envie de mettre en avant le bénéfice. C'est-à-dire qu'on dirait acheter cette nouvelle Clio car c'est la seule qui va vous permettre d'être garanti d'un maximum de sécurité et d'un look avant-gardiste. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose, on met l'accent sur le bénéfice. Dans le territoire C, qui est souvent un territoire aujourd'hui bien apprécié, on met l'accent
sur l'aspect affectif ressenti par l'acheteur. Dans ce cas-là, on dirait, si vous êtes acheteur ou propriétaire d'une nouvelle Clio, vous pouvez vous prévaloir d'une personnalité différente, axée sur la sécurité et, on va dire, sur l'art contemporain. En général, dans le territoire C, on met l'accent sur la personnalité de l'acheteur, qui doit être mise en avant par sa différence. Et puis, dans le territoire D, on met l'accent sur, je dirais, des plus-values en interne. Achetez cette nouvelle Clio, car vous pouvez dire que c'est la seule qui a été construite avec autant de passion par les ouvriers, les ingénieurs, la recherche de Renault. Donc, vous voyez que pour une voiture nouvelle, on peut trouver 4 positionnements, mais alors on va me dire, et quel est le bon? Je dirais, c'est up to you. C'est vous qui allez déterminer en fonction de votre affinité, de votre personnalité, des désirs des clients, de la situation du marché, quel est parmi les 4 positionnements celui qui serait le plus pertinent. Mais vous gardez les 3 autres en réserve pour telle ou telle cible. Cette démarche que nous appliquons tout le temps avec Jeanne permet vraiment de fonder votre démarche de stratégie de communication sur des bases foncièrement fortes, fondées sur la différence de votre marque. Absolument. Et en fait, en présentant les 4 territoires, enfin, quand on arrive sur des réunions de co-création pour valider un positionnement, on est souvent avec les dirigeants, les comités de direction. On présente les 4 territoires, ça se discute. En fait, au-delà du positionnement, ce qui est exprimé aussi, ce qu'on recherche aussi, c'est une signature pour la marque. Et donc, voilà, il y a un consensus qui se fait sur un territoire émotionnel, un territoire rationnel, un territoire plutôt qui met en avant, on va dire, les apports, comme tu as dit tout à l'heure, sur le territoire de l'équipe. En fait, ça dépend vraiment de l'industrie, ça dépend du secteur d'activité. Mais en tous les cas, ce à quoi on arrive à la fin de l'exercice, c'est un consensus parce qu'on est dans un exercice de co-création. Et donc, du coup, on n'arrive pas avec une proposition qu'on donne à notre client et que, voilà, après, il pourra l'utiliser ou pas. Il y a une vraie appropriation qui se fait par l'annonceur. Et puis, à côté de ça, il faut savoir qu'en amont, on fait un réel travail, en fait, de benchmark, d'audit, d'entretien avec des clients et tout, qui permet, en fait, de nourrir cette réflexion. Et comme l'a dit Jeanne, ça permet également de définir consensuellement la signature, comme on dit, c'est le slogan corporate qui va être également le symbole, l'emblème de la marque dans tous ses aspects, dans tous ses médias, car elle sera en permanence liée au nom de marque pour que les gens puissent percevoir de manière courte l'engagement de la firme. Voilà, donc alors, le positionnement. Vas-y, Jeanne, je t'en prie. Le positionnement apporte au cœur de l'entreprise la logique du cerveau et l'émotion du cœur. C'est tout à fait juste. Il y a un mix des deux et c'est une phrase que tu as toi-même en fait trouvée, écrite et elle répond vraiment, elle correspond à ce qu'on recherche à travers le positionnement. Et comme cette phrase veut le soutenir et le valoriser, quand vous allez avoir à écrire des articles dans le blog ou faire de la vidéo ou des motion design, eh bien, c'est cette alchimie de la logique du cerveau et de l'émotion du cœur qui donne une émotion et qui donne, je dirais, la différence de votre marque. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la première culture de l'inbound marketing à 360 degrés, tel que nous le concevons et le déployons. Deuxième culture, c'est le focus client. Comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, aujourd'hui, le digital a inversé le rapport de force entre les marques et les clients. Il a donné du pouvoir aux clients parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, Gabriel, tout à l'heure, le client est beaucoup mieux informé que le commercial chez une entreprise. Donc, du coup, quand il arrive en point de vente ou devant un commercial, il connaît le produit, il connaît les caractéristiques techniques, il connaît tout. Donc voilà, aujourd'hui, du coup, en fait, ce qui est recommandé au niveau des marques et des entreprises, c'est de vraiment connaître, s'intéresser au profil
des personas. Alors, le persona, c'est quoi? C'est le profil du client idéal. C'est-à-dire, c'est le client qui va vous préférer, vous, marque, plutôt que votre concurrent. Même si votre concurrent est moins cher, enfin, quelle que soit la situation, il va vous préférer. Il y a une idée d'ordre de la préférence. Donc, cette préférence s'exprime justement par l'analyse comportementale du prospect, voilà, exactement ça, qu'on appelle buyer persona. Et alors, il y a, si vous nous consultez, des techniques d'analyse comportementale sur le plan du rationnel, de l'émotion, pour définir des types de personas. Et à ces types de personas, on s'adresse de manière spécifique. Exactement. En fait, l'analyse des personas, on le fait selon un certain nombre on a des canevas, on va dire, pour traiter de ce sujet, des process. Et le but aujourd'hui, c'est de répondre précisément en fait au profil rationnel et émotionnel du persona. Donc, on s'intéresse au profil rationnel de votre client idéal, à son profil émotionnel. On s'intéresse aussi à ses points de douleur et à ses points de satisfaction. Ça, c'est un élément, ce sont aussi des éléments très clés de la connaissance client qui permettent de proposer du contenu par la suite qui est personnalisé et qui va pouvoir engager la clientèle rapidement dans le funnel, on va voir par la suite dans le funnel de conversion ou le parcours client. Et on peut rajouter que, vous voyez, ces personas, c'est absolument essentiel d'avoir un document clé parce que comme il n'y a pas qu'un seul type de persona, en fonction des différents types de persona, vous avez différents types de communication et c'est à nous, à vous, de suivre justement la vie professionnelle, voire personnelle des personas pour mieux s'attacher à répondre à leurs désirs. Et je dirais qu'un élément aussi complémentaire que parfois on ne fait pas, c'est de suivre le parcours d'information de ces personas. C'est de connaître vraiment le Customer Digital Journey, comme on dit, c'est-à-dire le voyage digital du persona, parce que le connaissant, eh bien, vous savez comment le joindre et comment il pourra s'attacher à vous. Absolument. Comment le joindre, à quel moment et avec quel message. Et donc, l'intérêt, pourquoi travailler ces personas? Parce que ça permet déjà, en fait, de prioriser les investissements au niveau de la gestion des budgets. Donc, on ne va pas s'intéresser à tout le monde, on ne va pas faire des campagnes qui vont s'intéresser à tout le monde, mais on va vraiment se focaliser sur le cœur de cible. Donc, on va mieux gérer et prioriser les investissements. Ça permet, comme on vient de le dire, une profonde connaissance de la cible avec ses points de satisfaction et ses points de douleur. Ça permet de personnaliser le contenu qui va être créé dans le cadre des campagnes de communication. Et ça permet aussi de créer une relation qui est significative avec la cible et qui va permettre en fait de la fidéliser à moyen long terme. Alors, effectivement, une des cultures essentielles, fondamentales de l'inbound marketing, c'est la stratégie digitale, à condition d'être toujours dans l'inbound marketing, c'est-à-dire de ne pas harceler le prospect ou le client. Alors, quand on parle de stratégie digitale, on sait aujourd'hui que tout le monde quasiment est sur le digital, tout le monde a une présence digitale, que ce soit à travers les réseaux sociaux, à travers le site internet, à travers un blog, à travers une application. Voilà, aujourd'hui, nous sommes quand même, enfin, les marques, elles ont pas mal avancé. Et quand on parle de stratégie digitale, on peut toujours revoir ce qui est fait pour l'améliorer. On peut regarder, en fait, on peut revoir le site pour l'améliorer, pour le relifter, pour faire une refonte, améliorer son SEO et vraiment pousser le contenu de la marque pour qu'il soit trouvé par le client quand le client fera ses recherches. Donc, quand on parle de stratégie digitale, il y a un certain nombre de prérequis en fait à connaître ou en tout cas à préciser. À savoir, première chose qu'il va falloir connaître, enfin se mettre sur laquelle il faut que les équipes soient d'accord, c'est les objectifs. Pourquoi est-ce qu'on veut communiquer sur le digital? Est-ce que c'est pour avoir de la notoriété, de la visibilité? Est-ce que c'est pour vraiment générer des leads? Est-ce que c'est pour avoir une qualité d'attention au niveau des créateurs de contenu? Est-ce que c'est pour faire du chiffre d'affaires, améliorer l'engagement des utilisateurs, etc. Donc, il faut vraiment préciser quels sont les objectifs. Ensuite, dans une deuxième étape, il est important de définir les cibles.
Ensuite, il faut auditer, donc c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, il faut auditer la présence digitale que nous avons. Est-ce qu'on est bon sur le site? Est-ce qu'on est référencé? Est-ce qu'il est mobile responsive? Est-ce qu'on a utilisé l'IA si c'est pertinent? Est-ce qu'on fait du marketing automation ou pas, alors que ça peut être pertinent pour notre business? Est-ce que les réseaux sociaux que nous avons, ils sont compétitifs par rapport à ceux de nos concurrents? Donc tout ça, ce sont des éléments à voir quand on a envie d'upgrader en tout cas une stratégie digitale qui existe déjà. Et ensuite, on choisit les bons canaux. Donc, on va choisir les canaux sur lesquels nos clients à nous ou nos personnes en tant que marque sont présents. Si on s'adresse à des jeunes, on va aller sur les plateformes de jeunes. Si on est sur du B2B avec une audience qui est plutôt professionnelle, qui va être plus sur du Twitter, sur du LinkedIn, sur de la presse, etc. Donc là, on verra, on favorisera en fait l'utilisation de ces canaux. Alors, pour aller plus loin, vous pouvez aussi utiliser ce que l'on appelle en marketing la longue traîne, c'est-à-dire être là où les autres ne sont pas. Mais c'est à vous à faire ce que aujourd'hui on appelle couramment test and learn, tester et apprendre, parce que je trouve que nous avons eu de bons succès avec cette démarche qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire que tant même au niveau des mots qu'au niveau des choix des médias, d'utiliser des circuits que d'autres n'utilisent pas. Tout à fait. Donc voilà, sur la stratégie, donc, on a un écosystème digital qui correspond en fait au funnel au funnel de conversion des clients. Donc il y a le top of the funnel, le middle of the funnel et le bottom of the funnel. Donc au départ, on a tout ce qui est site, on a les blogs, les campagnes SEO et SIA, les réseaux sociaux. Au milieu, on peut mettre les call to action, les landing pages, en fait tout ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir récupérer de la data quand le client va venir chercher un contenu. Et puis à la fin, sur la fin du parcours de conversion, on a les retours sur expérience, la personnalisation, les programmes ambassadeurs et le reward policy qu'on peut mettre en place pour engager et fidéliser la clientèle. Alors, vous voyez que dans la stratégie digitale, vous avez, comme on dit, ces fameux TOFU, MOFU, BOFU, mais nous, avec GIA, nous avons rajouté le LOFU. Alors, TOFU, c'est top of the funnel, MOFU, c'est le middle of the funnel, le BOFU, c'est le bottom of the funnel. Donc, vous voyez que ça, c'est ce que font nos confrères, c'est tout à fait classique. Mais nous, volontairement, on a rajouté le LOFU, Loyalty of the Funnel, c'est-à-dire tout ce qui va permettre la fidélisation du prospect ou du client pour le rendre attaché à votre marque. Et dans ce cadre-là, non seulement il va être attaché à votre marque, mais il va sûrement développer le chiffre d'affaires parce qu'on s'aperçoit que les gens qui sont satisfaits d'une marque, eh bien, c'est eux qui développent le plus facilement et le plus rapidement un supplément de chiffre d'affaires. Donc nous, au lieu de se contenter, comme font certains de nos confrères, le TOFU, le MOFU et le BOFU, nous rajoutons le LOFU. Et donc après, voilà, vous connaissez très bien ce canevas qui montre comment est-ce qu'on peut utiliser en fait les différents outils digitaux qui sont à la disposition pour pousser le contenu. Donc il y a le earned media, le shared media, le owned et le paid media. Et donc là, c'est des arbitrages qu'on fait par la suite pour la diffusion de contenu. Est-ce qu'on va diffuser sur les plateformes qui est-ce qu'on va passer par d'autres plateformes et on va payer? Et donc, ce sont des arbitrages qui se font avant le lancement des campagnes. Voilà. Alors, il y a une chose qui est importante ici avec Giad. Nous avons montré vraiment la panoplie la plus complète de la stratégie digitale que vous voyez apparaître avec c'est ce qu'on appelle avec le earned, share, owned et paid, c'est le PESO, hein, c'est l'expression proverbiale du PESO, P-E-S-O, mais il n'est pas question que vous fassiez ou que nous fassions l'ensemble des actions digitales et que nous utilisions tous les outils. C'est là où apparaît vraiment le test and learn. C'est à nous, à vous, dans le cadre d'une co-création, de sélectionner les bons outils, d'analyser leurs résultats grâce aux KPIs, aux performances clés du résultat des actions, et ensuite on choisit tel ou tel outil, que ce soit dans le P, dans le E, dans le S ou dans le O,
pour que vous ayez une véritable stratégie digitale. Et après, il faut savoir aussi qu'il y a des coûts aujourd'hui qui sont disponibles pour connaître, en fait, quand on lance une campagne de communication, une campagne de marketing, on doit pouvoir évaluer, enfin, en tout cas, souvent, on évalue le coût d'acquisition d'un lead. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque type d'action a un coût. Et souvent, en fait, les actions qui sont du type événement physique, relations publiques, trade show, etc., ou le recours en fait aux médias classiques comme la télévision et la radio et les relations publiques, ça a un coût. Le coût de l'acquisition du lead est très élevé. Là, vous voyez les chiffres qui sont, c'est vraiment ce que vous voyez au-dessus, tout à fait en haut de la liste. Le coût d'acquisition du prospect ou du client, en tout cas, il est cher. Quand on arrive en bas de la liste, vous voyez que quand on a recours en fait à du digital, donc à de l'email marketing, ça coûte moins cher. Voilà, on est sur des coûts qui sont beaucoup moins chers. Donc, quand on a des problématiques de budget et qu'on veut renforcer, en fait, développer le taux d'acquisition, il faut savoir arbitrer. C'est là, je dirais, la démarche classique du test and learn et puis du choix. C'était vrai que aujourd'hui, grâce à la panoplie digitale des médias, vous avez un choix immense, mais effectivement, c'est au mérite du directeur du marketing ou du directeur de la communication de choisir les médias les plus performants. Exactement. Après, il y a des coûts de lead aussi par industrie. Il y a des industries où le coût d'acquisition d'un lead est beaucoup plus cher que d'autres. Par exemple, vous voyez que les industries comme le retail, le télécom et l'éducation, les coûts d'acquisition des leads sont beaucoup moins chers par rapport à des industries comme la technologie, le healthcare et la finance. Donc maintenant, après avoir vu la stratégie digitale qui va être en fait la machine qui va permettre de déployer en fait votre stratégie d'inbound marketing, là on a besoin du fuel qu'on va mettre dedans pour justement faire tourner cette machine et qui n'est autre que le contenu. Et ce contenu s'exprime par finalement ce qu'on appelle le brand content. Et là aussi, je vous engage à avoir une démarche qui est liée à votre positionnement. C'est-à-dire que le positionnement doit induire le style, le ton et le caractère de votre contenu. Nous permettons d'ajouter, pourquoi pas, d'y ajouter de l'impertinence. Parce que quand dans un récit, vous apportez une certaine forme d'humour ou d'impertinence bien calculée, eh bien, ça rend le texte plaisant et ça rend le texte désirable, car quelles que soient les raisons, et Dieu sait qu'on nous, je dirais, on nous dit avec raison de bien faire tenir compte du SEO ou du SIA, comme on dit, c'est-à-dire des critères objectifs de référencement. N'oubliez pas qu'un texte doit être agréable à lire. Et donc, il faut qu'un des principes d'un contenu pertinent, c'est le plaisir de lecture. Tout à fait. Donc, le contenu doit être cohérent avec le positionnement et le parcours du client. Voilà, vous voyez très bien. Donc, pour chaque type, quand vous voyez le funnel de conversion, au départ, on est sur l'écosystème digital, on est sur le tofu, enfin la phase initiale où on va découvrir en fait le produit ou le service qui est proposé. Et là, on va mettre en fait un contenu qui correspond à cette étape du parcours client. Sur la deuxième étape, on est sur le niveau de conversion de visiteurs en lead. Et là, on va mettre en fait un contenu qui va permettre d'attirer l'attention de l'internaute et de le convertir en lead pour pouvoir ensuite l'onboarder en client sur la dernière phase au niveau de la décision. Et puis nous, ce que nous recommandons, et ça on insiste beaucoup là-dessus, c'est l'aspect fidélisation du client. Il faut vraiment travailler, quand on est sur une stratégie d'inbound à 360 degrés, on recommande de travailler des programmes de mettre en place des programmes de fidélisation, quelle que soit l'industrie, quel que soit le secteur d'activité, parce qu'on sait in fine qu'en termes d'investissement, un client fidélisé coûte moins cher toujours qu'un client à aller chercher, un client à acquérir. Et vous voyez ici que la démarche dont on a parlé, tofu, mofu, bofu, lofu, s'enrichissent
de tous ces aspects de contenu de marque qui sont le livre blanc, les manifestes, les articles, la vidéo. Donc, ne nous contentons-nous pas simplement d'articles réguliers. Il faut mettre en œuvre, ce que nous faisons avec nos clients, de véritables stratégies d'appât. Et moi, je vous conseille, avec nous, même sans nous, d'avoir programmé, par exemple, trimestriellement, des réunions que nous appelons stratégie d'appât, parce que grâce à l'appât que vous allez trouver, que ce soit une diminution du coût, que ce soit un accompagnement, que ce soit un manifeste, que ce soit une visite de telle ou telle usine ou structure de production, ces appâts induisent par eux-mêmes des stratégies de communication spécifiques. D'où le réveil, le dynamisme, la volonté, comme on a dit, d'associer l'innovation à des stratégies de communication originales. Absolument. Et sur les appâts, en fait, il faut vraiment, ces appâts ou ces contenus, ça ne doit pas être, ça doit encore une fois être un contenu qui soit, comme tu as dit tout à l'heure, divertissant, humoristique, en tout cas pertinent aussi, c'est important. Il ne faut pas être sur du contenu qui va être intrusif. Il ne faut pas rester dans le mindset du marketing il y a quelques années où on faisait de la publicité et au lieu de, je suis navrée d'être un peu directe, mais au lieu de faire de la publicité comme ce qu'on faisait il y a quelques années déjà et de la pousser via les leviers digitaux et être intrusif, enfin, si on continue à faire ça, ça veut dire qu'on n'a pas si bien compris que ça, en fait, ce nouveau changement de paradigme et comment onboarder en tout cas les clients qui sont digital natifs, qui vont être vos clients de demain. Il faut les comprendre et adopter des comportements qui matchent avec leur manière d'être et leur façon on a parlé tout et à cette l'heure. façon, on pourrait la résumer en deux axes fondamentaux. Le premier, c'est que le client est aussi connaisseur de la situation, de la concurrence, des plus-values que vous-même. Donc, ce n'est pas, comme on l'a dit, de partir du sachant vers celui qui va devenir l'apprenant. C'est un dialogue de co-création. Et le deuxième point, c'est que dans l'inbound marketing, philosophiquement, c'est le refus, comme vient de le dire Jeanne, de l'intrusion. C'est-à-dire que c'est la recherche de la volonté personnelle de l'internaute ou du prospect de vouloir par eux-mêmes rechercher une collaboration chez tel ou tel fournisseur. Et donc, ça change complètement le paradigme relationnel. Exactement. Et voilà, donc pour conclure sur la stratégie de brand content, celle-ci, elle doit répondre aux désirs et besoins des clients qui sont étudiés en amont dans la phase analyse de persona. Et puis, il doit s'inspirer, en fait, le contenu doit s'inspirer du positionnement différenciateur de la marque, pardon, pas de la startup. Pour terminer, l'innovation. Vas-y, Liviane. Alors, l'innovation, pour nous, c'est un élément, en fait, qui est fondamental, parce qu'on ne peut pas parler de marketing et ne pas parler d'innovation. Bien sûr. Quand on est un marketeur, on est tout le temps à la recherche, on est créatif, on est tout le temps en train de chercher à créer une nouvelle proposition de valeur qui va pouvoir justement développer des lignes business qui peuvent être intéressantes. Soit en améliorant un produit qui existe déjà, soit en créant quelque chose de nouveau. Et pour ça, il y a différentes pistes. Alors, il y a la stratégie, la Blue Ocean Strategy, je pense que beaucoup doivent connaître, qui préconise un certain nombre de pistes d'innovation, parmi lesquelles il y a l'exploration de produits et de services complémentaires. Donc, il y a ce cas, Gabriel, que toi, tu avais proposé, qui est qu'à côté d'un cinéma, quand vous partez voir un film, vous retrouvez à côté un service complémentaire qui va être, si vous êtes marié, ou en couple, ou si vous avez des enfants en tout cas, de pouvoir les mettre à côté, de pouvoir les faire surveiller ou les garder dans une crèche. Et alors, comme le dit Jeanne, c'est vraiment, ça a changé complètement la présence des participants et des amateurs de films. C'est qu'avant, la société avait trouvé qu'il y avait des périodes dans l'après-midi ou le soir, surtout le soir, où il y avait de moins en moins de monde. Et pourquoi ? Parce que les jeunes, avec leurs enfants, ils ne pouvaient pas sortir. Eh bien, cette société a eu l'idée de produits complémentaires. Et moi, je trouve que toutes les sociétés devraient se préoccuper de cette ardente obligation. Quels sont les produits complémentaires que je vais pouvoir mettre en œuvre
pour que je puisse avoir toute la journée, par exemple, ou durant une période donnée, toujours les prestations à disposition. Et bien, dans ce cadre du cinéma, le fait pour le cinéma d'avoir créé une crèche a permis, évidemment, de remplir en permanence toute la journée et même le soir les salles de cinéma. Et les enfants étaient très contents et les parents étaient rassurés d'avoir les enfants à côté. Exactement. Et là, on est dans le cas d'une marque commerciale, d'un cinéma qui est Absolument, un centre de c'est ça. profit. On pourrait avoir en fait le même exemple décliné sur une marque employeur, une marque qui s'intéresse au bien-être de ses employés. Aujourd'hui, quand on parle, moi je me rappelle que quand j'avais fait mon doctorat sur l'égalité des genres dans le milieu de travail, j'avais mis comme recours de mettre en place en fait des crèches au niveau de l'entreprise. Comme ça, les mamans, elles peuvent allaiter entre des réunions, elles peuvent s'occuper de leur bébé et ça empêche justement l'absentéisme. Et c'est des choses, tu vois, qu'on retrouve aujourd'hui dans la littérature et dans les recours qu'on voit un peu. Et c'est des choses aussi qui relèvent du marketing aussi. Parce que quand on parle marque employeur, on parle d'actions aussi qui vont permettre de créer un environnement de travail favorable pour tout le monde. Et quelque part, qui crée la différence. Parce que c'est au-delà du produit, il y a un art de vivre. Et toute société qui peut, à mon sens, se prévaloir d'un changement, d'une évolution, d'un art de vivre, elle récupère une ambiance, une émotion, un style qui lui est propre. Alors, par exemple, le même cas, alors nous avons trouvé un principe, je dirais qu'il y a même un peu d'humour et qui est significatif et symbolique, c'est le principe APA. Alors, vous voyez, le mot APA, mais là, c'est avant, pendant, après. Alors, je peux vous raconter l'histoire. Nous avons comme client le cabinet Dorman, qui est un cabinet reconnu de recouvrement de créances. Donc, voilà, il marche très bien, mais vous pouvez imaginer que tous les concurrents de cette société Dorman font la même chose. Parce que pour recouvrer en France une créance, il y a d'abord les démarches amiables, je dirais, les lettres, le relance, les factures, et puis ensuite il y a la procédure, mais la procédure, elle est la même pour tout le monde. Alors pourquoi travailler avec le cabinet Dorman, puisque tout le monde fait la même chose? Alors quand on s'est aperçu avec notre client qu'il y avait au fond une identité de prestation entre Pierre, Paul et Jacques, entre les différents prestataires de recouvrement de créances, on s'est dit il faut apporter des services complémentaires que seuls pouvaient apporter. Alors, on a eu justement une recherche et j'ai trouvé amusant de l'appeler principe APA, avant, pendant, après, pour s'interroger que fait une société avant d'entrer dans le recouvrement, que fait une société pendant qu'il y a toutes les procédures de recouvrement, et puis qu'est-ce qu'elle fait après si elle veut malgré tout garder le débiteur comme client. Alors, nous avons à proposer, et le client l'a accepté, d'avoir 3 départements, là il y en a même 4, c'est-à-dire un département renseignement commercial, voilà, pour dire, ça serait, avant de signer un contrat, renseignez-vous sur la solvabilité de la société, un département suivi commercial des factures en suspens. Donc, il faut relancer, il faut renvoyer des factures, il y a toute une logistique. Et donc, ça a été le 2e département. Puis le 3e département, qui se subdivise en 2, c'est créances civiles et créances professionnelles. Eh bien, ça a permis à cette société de proposer ainsi un panel de prestations qui entoure la prestation principale, le recouvrement de créances. D'où l'appellation avant, pendant, après. Et nous proposons à nos clients de s'assurer de ce qui peut être fait sur le plan complémentaire avant, pendant et après la prestation principale. Et voilà les business cases. Je te laisse, Jeanne, annoncer les couleurs. Vous verrez qu'il y a des clients pour qui nous avons fait de jolies choses. Alors, vous voyez, par exemple, moi, ça me plaît beaucoup, cette première page du site d'Arca Ortho. C'est une société qui a comme mission essentielle, principale, de s'assurer de tous les aspects administratifs des kinésithérapeutes ou des orthophonistes. C'est-à-dire que son discours, qui était avant rationnel et uniquement rationnel, était de dire, bon, écoutez, vous avez votre métier
concentrez-vous sur votre métier et, et si vous pouvez, ne jouez votre activité dans la journée sur votre métier. Et nous, nous occupons de tout le reste. Nous occupons de la sécurité sociale, de l'administration, des documents à remplir par les uns et les autres. Et je dois dire que les premiers, je dirais, des confrères à nous avaient mis l'accent sur « ne vous occupez plus de l'administratif ». Bon, vous savez, c'est pas très rigolo ça de dire « ne vous occupez plus de l'administratif ». Eh bien, avec Jian, nous avons, je dirais, ausculté le marché et ausculté cette société, et on s'est rendu compte qu'il fallait mettre l'accent sur la passion des orthophonistes pour leur métier, leur passion de se consacrer à leurs clients. Et vous voyez apparaître le slogan qui illustre le positionnement de cette société, « Vos patients méritent votre passion ». Et c'est après qu'on souligne le fait que tout ce qui est administratif relève de cette société. Mais vous pouvez vous rendre compte que le discours, que les vidéos, que les propos, que les échanges ont mis l'accent sur la passion de l'orthophoniste vis-à-vis de ses clients au lieu de ne parler que de l'administratif. D'où l'intérêt, vous voyez, d'analyser un positionnement qui, partant de l'émotion, évidemment, induit par la suite le rationnel. Voilà, après, alors là encore, c'est une société qui fait des formations, pas des formations, une société qui, excusez-moi, qui s'occupe justement de toute l'organisation d'une société de formation. Alors on aurait pu dire, nous occupons de ceci, nous occupons de cela, nous occupons. Qu'est-ce qu'on a dit? KXO Solutions, enfin libre. Vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez en termes de formation. Nous nous occupons du reste. C'est toujours cette recherche de pouvoir souligner par l'émotion les plus-values rationnelles. D'autres, vous voyez, d'autres signatures qui justement, c'est notre fil de bataille avec Jian. Nous n'aimons pas les signatures qui sont factuelles. Jamais chez nous, vous verrez la société Roudoudou, leader de tel marché, leader de tel. Ça, c'est factuel. Regardez ce qui est écrit. Flaxico, c'est une société d'emballage. On a écrit « Emballez vos clients ». C'est un acte d'engagement. Dans Soyuz, qui est une société d'intelligence artificielle et qui pose des questions à des clients dans les retail, the answer is in the question. La solution, la réponse est dans la question, puisque justement, grâce à l'IA, il pose des questions aux consommateurs. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que nous avons toujours comme volonté de proposer aux clients de disposer d'une signature qui les engage et qui donne même au personnel l'obligation d'en faire plus. Alors, sur les personas, même chose. Donc, une fois qu'on les a créés avec leur profil, on leur donne des noms. Et pour chaque nom, là, vous voyez le cabinet Dorman que tu as présenté tout à l'heure, Gabriel. Il y a eu différentes dénominations de différents types de personas. Il y a les leads qualifiés, il y a les endormis, ceux qui ne répondent jamais. Et donc, pour les endormis, vous voyez la petite bulle avec les Z. Donc, on a créé un contenu qui leur est dédié, qui est spécifique et qui sont les 4 raisons pour redécouvrir le cabinet Dorman. Donc là, c'est vraiment pour réveiller les endormis. Voilà, donc vous voyez qu'à chaque typologie de persona, il y a une action de communication adaptée. Voilà, personnalisée, exactement. Pareil. Alors ici encore, nous avons comme principe avec Jian de privilégier le je, J-E. C'est-à-dire qu'au lieu de dire nous ou de dire vous, on se met à la place du client. Je suis administrateur, j'ai tel ou tel besoin. Réponse, KXO, vous avez une société qui s'occupe de toute l'organisation. Et donc, il y a eu des actions où il y a toujours le je qui illustre le persona. Et je trouve que si vous regardez les sites, vous verrez que les sites les plus performants ont je dirais des rubriques de barres de navigation qui commencent par je. Je suis tel client, je suis tel client, je suis tel client. Ça montre que l'on met d'abord l'accent sur le désir de chacun des personnages avant de montrer votre plus-value. Exactement. Dans le tourisme, c'est la même chose. Là aussi, nous avons, grâce à l'IA,
permis de souligner la personnalisation du désir du touriste. Toujours dans la stratégie digitale, on a utilisé le marketing automation pour envoyer en fait l'emailing que vous avez vu tout à l'heure à la catégorie de clients qui sont ciblés par ce contenu-là. C'est ça. Donc on mixe, on relie en fait l'outil avec le contenu, avec la cible pour envoyer le bon contenu au bon moment à la bonne personne et pouvoir avoir in fine un retour rapide sur investissement. Et voici par Sur exemple le un brand livre content, blanc. il y a également les livres blancs que nous recommandons. Là, ça a été le cas pour la start-up Laponie. Et cette Et ça a été start-up, une justement, action. je le dirais, Jeanne, nous recommandons souvent de faire des livres blancs ou des manifestos parce que ça permet d'illustrer le positionnement. Création d'une nouvelle offre pour Dorman. Donc là, on est dans l'innovation. C'est ce que tu as présenté tout à l'heure. Et donc, on retrouve aussi sur le site internet de la marque ou de l'entreprise. Enfin, pour finir, voilà le fameux Jeff Bezos, bien connu, et qui a dit une phrase qui est fondamentale. Votre marque, c'est ce que les autres disent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la même pièce. Eh bien oui, la marque, ou bien elle est mémorisable, ou bien elle est devenue désirable, ou elle n'est pas. Et bien voilà, c'est tout ce qu'on vous a raconté pour vous montrer qu'il y a des méthodes d'analyse et de recherche d'un positionnement différenciateur. Et c'est le fait d'avoir un positionnement différenciateur qui rend la marque désirable et mémorisable. Exactement. Voilà, alors comment est-ce que nous intervenons au niveau de l'agence, donc que ce soit, enfin, quel que soit le territoire sur lequel nous travaillons, c'est à travers une démarche unique de co-création, de coproduction et de copilotage. Le but ultime de cette démarche, c'est qu'il y ait une appropriation en fait par les travaux qui sont faits par les équipes internes et de pouvoir les accompagner pour les faire monter en compétences et qu'elles puissent continuer en fait à adopter cette démarche nouvelle et cette philosophie nouvelle de marketing qui est plus orientée client que auto-centré marque et produit. Et donc, si vous souhaitez vous faire accompagner par des experts en inbound marketing à 360 degrés avec cette nouvelle philosophie du marketing, nous sommes à votre écoute, que ce soit à Paris, à Casablanca ou ailleurs. Et nous serons ravis de prendre toutes vos questions. Voilà, nous sommes à votre disposition pour répondre sur notre méthodologie originale, notre vision du paradigme qui est le marché actuel et notre approche de l'inbound marketing. Ce qu'il faut savoir en fait sur ce nouveau paradigme, c'est le plus vite en fait on l'adopte en entreprise, le mieux c'est parce qu'on gagne en fait, on prend de l'avance par rapport aux concurrents. Quand on adopte cette nouvelle démarche qui est orientée client, on onboard déjà, on retravaille une nouvelle perception de la marque au niveau. On a un nouveau rapport avec la clientèle. Et donc, ça permet déjà d'avoir un certain nombre d'atouts et d'avoir un effet d'expérience ou en tout cas une longueur d'avance par rapport aux clients. Donc, autant le faire rapidement, se l'approprier, le pratiquer pour pouvoir justement gagner des parts de marché, gagner du business en plus, développer des innovations, lancer de nouveaux produits, de nouvelles campagnes et réussir les activations. Gabriel, tu voudrais rajouter quelque chose? Simplement, ce que tu viens de dire et je dirais l'exemple même de la différence, c'est-à-dire que nous vous engageons à chercher une voie nouvelle différente en termes marketing, en termes communication et en termes sales pour justement être successful, comme on dit, et puis devenir pérenne. Je ne sais pas si nous avons des questions.